La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors, pourquoi fait-il si froid ? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil dans l'hémisphère nord arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord, c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. En ce moment même, pendant que vous regardez la télévision, nous fonçons à travers l'espace à plus de 107 000 km/h, 30 km toutes les secondes. La Terre va mettre 1 an pour faire le tour du Soleil. Et avec la Terre, 8 autres planètes qui tournent autour du Soleil, chacune sur son orbite. Notre voisine, sur l'orbite juste à côté de la nôtre, c'est Vénus. Elle va plus vite que nous, elle nous dépasse. C'est la planète la plus brillante, celle qu'on voit le mieux. Parfois le soir, parfois le matin. Pourquoi le matin ? Nous voyons Vénus à droite du Soleil. Vu de la Terre, voilà ce qui se passe le matin. Nous voyons la portion du ciel où se trouve Vénus. Vénus apparaît à l'horizon bien avant le Soleil, quand il fait encore nuit et que le Soleil, à gauche, est encore en dessous de l'horizon. Voilà pourquoi, dans cette position, nous voyons Vénus le matin, à l'aube. Puis la Terre continue de tourner, le Soleil apparaît, il illumine le ciel et on ne voit plus ni les étoiles ni les planètes. Et nous continuons notre croisière à bord de notre planète, la Terre. Sur l'orbite prochaine, à gauche, la Terre a une voisine qui va plus vite, qui fait du 125 000 km/h, qui nous double. C'est Vénus. On l'appelle l'étoile du berger, mais ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Quelle est la différence entre les planètes et les étoiles ? À première vue, on ne voit pas de différence. Pourtant, les étoiles rayonnent, comme notre Soleil, et les planètes ne rayonnent pas, mais renvoient la lumière du Soleil. Elles font partie de notre système solaire, elles sont proches. Les étoiles, elles, sont très loin. Nous ne pouvons pas les atteindre. Voici Sirius, à côté d'Orion. Une des étoiles les plus proches. Même cette étoile, si proche, est trop loin pour nous. Si notre vaisseau spatial Terre quittait son orbite pour sortir du système solaire et se diriger vers Sirius, toujours à notre vitesse de croisière, il nous faudrait 80 000 années pour l'atteindre. Alors que pour Vénus, à la même vitesse, il suffirait de 16 jours. 80 000 années pour Sirius, 16 jours pour Vénus. C'est la différence entre l'univers lointain des étoiles et notre système solaire avec ses planètes, toutes proches. La semaine prochaine, et chaque semaine de l'année, nous allons parcourir 18 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre autour du Soleil. Pendant tout ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle met 4 semaines pour faire le tour de la Terre. Elle nous présente chaque soir des croissants différents. Pourquoi la Lune change-t-elle d'apparence ?
Et le clair de lune qui nous est si familier, d'où vient-il? Et la lune, d'où vient-elle? Nous vous le montrerons au cours de ce voyage. Pourquoi la Terre tourne? Et comment voir qu'elle tourne? L'ombre d'une maison qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol, c'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. La Terre tourne vite ou lentement, suivant où nous sommes. C'est à l'équateur que ça tourne le plus vite, 1600 km/h. C'est là, à Kourou, en Guyane, et dans le sud des États-Unis, à Cap Canaveral, qu'on lance les fusées dans l'espace. Parce que les 1600 km/h que la Terre ajoute à la vitesse des fusées, c'est déjà autant de gagné. Au pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne plus qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Et dans l'hémisphère sud, pourquoi nos amis australiens ne tombent-ils pas dans le vide? Grâce à la force d'attraction de la Terre. Elle fut découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi? Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Et pourquoi alors la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre et la Terre dans le Soleil? Newton nous le dira au cours de ce voyage. Nous vous montrerons les étoiles. L'une d'entre elles, l'étoile polaire, se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile. De tout temps, ce fut un repère fiable. Pour Christophe Colomb, qui naviguait vers les continents inconnus, et pour les Égyptiens qui érigèrent la Grande Pyramide. Fin février, nous vous montrerons pourquoi, tous les 4 ans, il faut ajouter un jour au calendrier pour que la Terre puisse boucler sa boucle. Ainsi, tous les 4 ans, nous avons une année bissextile, qui a 366 jours. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se fabriquent des calendriers, essayant de combiner au mieux le cycle de la Lune et du Soleil. Parfois, Lune et Soleil se rencontrent. Le 2e week-end de mars, il y aura une éclipse du Soleil en Sibérie. Mais nous vous la montrerons ici. L'ombre de la Lune tombera sur la Terre. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. Le 20 mars, ce sera le jour où le Soleil sera à la verticale de l'équateur. Ce sera l'équinoxe. Et pour l'hémisphère nord, ce sera le début du printemps. Et au bout d'1 an, quand la Terre reviendra où nous sommes aujourd'hui, vous verrez le monde avec des yeux nouveaux. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km/h, 30 km chaque seconde. Mais attention, nous ne voyageons pas dans un vaisseau spatial bien stabilisé, mais sur un gigantesque manège. Nous le savons tous, la Terre tourne autour de son axe. Mais comment s'en rendre compte? Quand nous regardons le ciel, nous voyons le Soleil qui se lève le matin, qui monte dans le ciel à midi, qui se couche le soir. Puis la nuit, nous voyons la Lune et les étoiles qui font à peu près la même chose. Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le Soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre.
Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace. Et qui nous emmènera le 21 mars à la station équinoxe. On sera là, ce sera le début du printemps. Mais ce schéma ne donne pas les vraies proportions de la Terre et du Soleil. Comparé à la Terre, le Soleil est très très grand. Imaginez un Soleil de la taille d'une coupole d'une grande cathédrale. À la même échelle, notre Terre n'est qu'un ballon de football. Un ballon qui serait tombé à 5 km, à la périphérie de la ville. Jupiter, la plus grande planète, toujours à la même échelle, aurait la taille d'une voiture qui circulerait à 30 km de la ville. Et Pluton, la planète la plus lointaine, ne serait à cette même échelle qu'une balle de tennis qui gravite sur une orbite à 200 km. Un cousin tellement lointain, on peut se demander s'il fait encore partie de la famille du système solaire. Une famille qui ne fait pas vraiment le poids à côté de cet énorme Soleil, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne pèsent qu'environ 1/1000 de la masse du Soleil. Ce que nous appelons système solaire, c'est finalement le Soleil et des poussières qui tournent autour. La Terre fait partie de ces poussières. Elle met 365 jours, 12 mois, pour faire le tour du Soleil. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle va vite. Vénus, plus près du Soleil que nous, l'astre le plus brillant, facile à voir à l'est pour ceux qui se lèvent tôt le matin, fait un tour complet en moins de 8 mois. Encore plus près du Soleil, Mercure boucle son tour en moins de 3 mois. Vous aurez du mal à voir Mercure, il est trop près du Soleil. Mercure, Vénus, et en 3e position à partir du Soleil, c'est nous. Plus loin du Soleil, la planète Mars va moins vite que nous, elle met 2 ans pour faire un tour. Beaucoup plus loin que Mars, Jupiter, la planète la plus grande, met 12 ans pour parcourir son orbite. Et encore plus loin et encore plus lent, Saturne. Et au-delà de Saturne, Uranus et Neptune. Et Pluton, qui met 248 ans pour faire un tour. Dans cette famille des planètes, 4 sont visibles parmi les étoiles lointaines. Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Pour mieux vous repérer au cours de ce périple d'1 an, nous vous montrons une référence, le zodiaque. C'est un ruban imaginaire sur lequel se dessinent les groupes d'étoiles, les constellations, qui marquent les différents secteurs de cette gigantesque toile de fond. Les constellations du Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. La Terre aujourd'hui se trouve ici. Nous voyons le Soleil devant la constellation du Sagittaire. Le Soleil est en Sagittaire. Puis d'ici quelques semaines, quand la Terre aura avancé sur son orbite, nous verrons le Soleil devant la constellation du Capricorne. Le Soleil sera donc en Capricorne. Et la nuit, vous pouvez situer les planètes grâce aux constellations du zodiaque. Saturne apparaît parfois devant la constellation des Poissons. Et Mars devant la constellation de la Vierge. Le Soleil en Sagittaire, en janvier, dans l'horoscope c'est marqué Capricorne. Être né Capricorne, ça veut dire que le Soleil à ce moment-là était en Capricorne, non ? Il ne faut pas confondre les constellations avec les signes astrologiques, qui désignent le zodiaque comme il était il y a 2000 ans. Entre-temps, tout ça s'est décalé. Comme ça. Parce qu'au cours des millénaires, l'axe de la Terre pivote lentement et modifie l'angle des constellations.
La lumière du Soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Le Soleil et les planètes sont tout près de nous, c'est notre voisinage. Mais pour la lumière qui nous vient des étoiles, c'est une autre histoire. Vous connaissez la Grande Ourse quand vous regardez vers le nord. La Grande Ourse est composée de 7 étoiles. Imaginons qu'on regarde la Grande Ourse non pas de la Terre, mais d'un autre endroit de l'univers. Là, nous voyons que les 7 étoiles se trouvent à des distances très différentes. La lumière qui nous parvient aujourd'hui est partie de ces étoiles à des siècles différents, nous montrant l'image d'une étoile au temps de nos grands-pères, d'une autre étoile à l'époque de Charlemagne. Ce sont des images venant de siècles différents, qui se superposent et qui forment l'image de la Grande Ourse. La lumière qui nous apporte aujourd'hui l'image de la galaxie Andromède est partie de là-bas il y a plus de 2 millions d'années, à une époque où il n'y avait même pas encore l'homme des cavernes. Les étoiles, les galaxies et tous ces trucs lointains sont des images décalées dans le temps, vous les voyez en différé. Alors que les planètes, nous les observons en direct, et maintenant. Dans le système solaire, nous voyageons au présent. Quand nous regardons les étoiles, nous voyons le passé. Tout au long de ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. Votre écran, c'est le hublot du vaisseau spatial Terre. La Lune met près d'1 mois pour faire un tour complet autour de la Terre. Vue de la Terre, la Lune semble suivre à peu près le même chemin que le Soleil. Elle se lève à l'est et se couche à l'ouest comme le Soleil. Mais attention, si le Soleil semble se lever le matin et se coucher le soir, c'est que la Terre tourne alors que le Soleil reste solidement positionné au centre du système solaire. Donc tous les jours, vers midi, nous retrouvons le Soleil dans la même portion du ciel, au sud. Avec la Lune, c'est différent. C'est elle qui tourne autour de la Terre, lentement, et chaque jour elle se décale. Demain, à la même heure, vous ne la verrez plus au même endroit qu'aujourd'hui, mais à 2 largeurs de main plus à gauche. En avançant sur son orbite, la Lune vient s'aligner avec des planètes lointaines et nous permet de les repérer dans le ciel. Saturne, par exemple, à l'autre bout du système solaire. La Lune ici, et là, à 1 largeur de main à gauche, Saturne. Si vous prenez Saturne comme repère, vous pouvez mesurer le décalage quotidien de la Lune. Un soir, la Lune est à droite de Saturne, et le lendemain, elle sera passée à gauche de Saturne. Chaque jour, la Lune apparaît décalée vers la gauche de 2 largeurs de main. Et chaque jour, la Lune passe avec 50 minutes de retard sur la veille. 50 minutes, c'est le temps que la Lune met pour parcourir la largeur de 2 mains, pour arriver à l'endroit où elle se trouvait hier, à la même heure. Tous les soirs, la Lune est différente. Elle n'arrête pas de changer. Un jour, c'est un petit croissant. Le lendemain, un croissant un peu plus épais. Et un jour plus tard, encore plus épais. Mais au fait, pourquoi un croissant ? Dans l'espace, la Lune a toujours une moitié éclairée par le Soleil. Mais depuis la Terre, on voit la Lune dans une autre perspective. Pour nous, elle s'écarte chaque jour un peu plus du Soleil. Quand la Lune est à peine décalée du Soleil, elle nous apparaît presque à contre-jour et nous ne voyons qu'une petite partie de sa moitié éclairée. Un croissant. Le Soleil vient de se coucher. Il est là, à droite, juste au-dessous de l'horizon. C'est de là qu'il éclaire la Lune. Le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, bien sûr puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. Chaque jour, la Lune s'écarte un peu plus du Soleil. Chaque jour, depuis la Terre, nous voyons une partie plus large de sa moitié éclairée. Un croissant qui va croissant tous les jours et qui deviendra demi-lune. C'est dans sa phase de demi-lune que la Lune survole notre orbite. Elle croise le chemin que la Terre vient de parcourir.
Tous les jours, la Terre fait un tour sur elle-même. Pendant cette journée, la Lune a continué son périple. Nous l'apercevons donc décalée vers la gauche. Elle atteindra la ligne sur laquelle elle était la veille avec 50 minutes de retard. En croisant l'orbite de la Terre, la demi-lune devient un repère qui nous permet d'imaginer notre propre parcours. Normalement, nous ne pouvons pas vraiment voir où va la Terre. Le jour de la demi-lune, nous pouvons voir d'où elle vient. Là où vous voyez la demi-lune, c'est là où la Terre se trouvait il y a 4 heures. Regardez vos montres, regardez la demi-lune. C'est là-haut, à cet endroit du ciel, où vous-même vous étiez il y a 4 heures. Et dans 4 heures, la demi-lune aura pris notre place. Elle sera là où nous sommes en ce moment même. Pour une fois, en regardant la demi-lune, vous pouvez imaginer ce rail invisible qui nous conduit en un an autour du Soleil. La Lune qui se décale de plus en plus et qui passe toutes les nuits 50 minutes plus tard, finit par apparaître non pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Lorsqu'elle entre dans le deuxième quart de son orbite, elle devient tellement lumineuse qu'on peut la voir de jour, l'après-midi au sud-est. D'où vient la Lune? On ne le sait pas vraiment. Peut-être qu'au début, quand la Terre primitive n'était pas encore assez compacte et qu'elle tournait très très vite, une partie a fini par se détacher et s'est mise à tourner autour de la Terre. Mais la Lune provient peut-être aussi d'une partie lointaine du système solaire. En passant trop près de la Terre, elle fut capturée par les forces d'attraction et mise en orbite. Enfin, peut-être qu'il y a eu collision avec un astéroïde. Les débris peu à peu se sont agglomérés et finalement ont formé ce qui est aujourd'hui notre Lune. Une Lune qui nous accompagne tout au long de notre voyage autour du Soleil. En voyant la Lune décalée tous les soirs, nous pouvons imaginer son parcours autour de la Terre. Nous pouvons imaginer l'espace dans lequel évolue la Lune autour de la Terre. Et lorsque la Lune est en retard de 50 minutes, c'est un décalage dans le temps. La même chose se passe donc et dans l'espace et dans le temps. Au cours de ce voyage, nous verrons que espace et temps sont des cousins très proches. Nous sommes ici. Nous fonçons le long de notre orbite à 107 000 km/h. Dans 2 mois, nous arriverons là, au point vernal. Ce qui veut dire le point du printemps. Un point dans l'espace ou un point dans le temps. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Mercure est à peine plus grande que notre Lune. Sur son orbite près du Soleil, Mercure met moins de 3 mois pour faire un tour complet. Quand Mercure n'est que légèrement décalé par rapport au Soleil, voici ce que vous voyez depuis la Terre. Dès que Mercure pointe à l'horizon, le Soleil se lève presque en même temps et illumine l'atmosphère. Aussitôt Mercure disparaît dans le ciel bleu. Quand Mercure est dans sa position la plus décalée du Soleil, elle a une avance d'1 heure et demie avant le lever du Soleil. Alors profitez-en. Si votre horizon à l'est est bien dégagé, s'il n'y a pas de brume, vous pourrez apercevoir Mercure avant le lever du Soleil. Mais attention, Mercure court très vite sur son orbite. 1 semaine plus tard, il sera de nouveau avalé par l'éclat du Soleil et il faudra attendre 4 mois pour retrouver Mercure dans une position où nous pourrons bien le voir.
D'abord 3 mois pour que Mercure fasse son tour complet autour du Soleil, ce qui l'amènera ici. Pendant ces 3 mois, la Terre aura parcouru le quart de son orbite. Puis Mercure mettra encore 1 mois pour nous dépasser et se retrouvera ici, où nous allons le guetter tôt le matin. Mercure, sous l'emprise du Soleil tout proche, n'a pas de lune. Vénus non plus. La Terre, 3e planète à partir du Soleil, a un seul satellite, notre Lune. Mars a 2 satellites, Démos et Phobos. Phobos qui a bien souffert lors d'une collision. Plus loin du Soleil, Jupiter est entouré de 16 satellites. Vous pouvez observer les 4 plus grands avec une paire de jumelles. Ganymède, Callisto, Io et Europe. Encore plus loin, Saturne possède un vrai cortège de satellites, petits et grands, qui côtoient ses anneaux spectaculaires. La Terre, elle, n'a que la Lune comme satellite. Une Lune qui ne dévoile qu'une seule face et toujours la même. Mais alors, si c'est toujours la même face que nous voyons, pourquoi tous ces croissants différents de jour en jour? Cette même face que la Lune nous montre tout le temps est éclairée par le Soleil de jour en jour de manière différente. Au moment du petit croissant, juste après la nouvelle Lune, la face de la Lune était éclairée presque à contre-jour. Puis à la demi-lune, la face lunaire était éclairée de côté. Puis la Lune parcourt le 2e quart de son orbite et se met de plus en plus en face du Soleil. Le Soleil éclaire une partie de plus en plus grande de sa face visible. C'est presque la pleine Lune. La veille de la pleine Lune, au moment où le Soleil se couche, la Lune est bien au-dessus de l'horizon. Puis en continuant son périple autour de la Terre, elle arrive à l'alignement Terre-Soleil. La Lune se place en face du Soleil. Là, elle se lève au moment même où le Soleil se couche. Elle prend la lumière du Soleil en pleine face. Le soir de la pleine Lune, c'est le soir où elle renvoie le maximum de lumière sur la Terre. Que ce soit les croissants ou la pleine Lune, la Lune nous montre toujours la même face. Avec la Terre, ce n'est pas la même chose. En tournant autour de son axe en 24 heures, elle présente successivement toutes ses faces au Soleil. Vue du Soleil, la Terre n'a pas de face cachée. La Lune est liée à la Terre, dont la masse est beaucoup plus grande. Dans le couple Terre-Lune, c'est la force d'attraction de la Terre qui empêche la Lune de tourner librement. Ralentie dans sa rotation, elle nous présente toujours la même face. Entre l'énorme Soleil et le petit Mercure, c'est la même chose. Le Soleil empêche Mercure de tourner librement. Dans l'espace, entre voisins, la loi du plus fort, c'est la loi du plus gros. Si vous regardez la pleine Lune en hiver, vous verrez qu'elle monte très haut dans le ciel. Alors que le Soleil, comme toujours en hiver, reste assez bas. Pourquoi cette différence? La Lune n'y est pour rien. C'est notre mouvement, le mouvement de la Terre qui fait tout basculer. Vue par un extraterrestre, la Lune est bien en face du Soleil, à peu près dans le même plan dans lequel évoluent la Terre et les planètes. Mais pour nous, sur la Terre, notre repère dans le ciel, c'est le zodiaque. Devant cette toile de fond, nous situons les étoiles, les planètes et également le Soleil et la Lune. Comme la Terre est inclinée par rapport au zodiaque, le jour, le Soleil apparaît bas sur l'horizon. La nuit, nous regardons dans cette direction
Et voilà que la Lune apparaît tout en haut du ciel. De jour, comme ça. De nuit, comme ça. La Terre tourne en biais. Vu de la Terre, c'est le zodiaque qui bascule et qui semble faire des vagues. Le soleil à midi passe bas sur l'horizon, la lune à minuit passe haut dans le ciel. Mais les vagues que fait le zodiaque ne sont que l'effet du mouvement de la Terre. En tournant autour de la Terre en un mois, la Lune semble passer successivement près de toutes les planètes. Lors de ces conjonctions, la Lune nous permet de repérer ces planètes et vous aide à mieux situer notre système solaire. Parfois, la Lune toute proche de la Terre nous permet de retrouver Saturne à l'autre bout du système solaire. En 2 semaines, la Lune fait la moitié de son périple autour de la Terre pour venir s'aligner avec Mars. Les soirs de conjonction, vous pouvez voir Mars un peu plus jaune que les étoiles, juste à côté de la Lune. Mais attention, cet apparent voisinage de la Lune, de la planète Mars et des étoiles est trompeur. La Lune est toute proche, le clair de Lune nous arrive en 1 seconde. La lumière que Mars nous reflète met 8 minutes pour arriver sur Terre. L'étoile qui est juste à droite de Mars est tellement éloignée que sa lumière est partie de là-bas il y a plus de 300 ans, au temps de Louis XIV. Les étoiles sont très lointaines, inaccessibles. Les planètes, elles, sont proches. Et nous sommes la première génération à avoir le système solaire à notre portée. Que vu de la Terre, tout semble tourner autour de nous. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Ceci explique la perception de l'univers qu'avaient les hommes dans l'Antiquité. Ils plaçaient la Terre au centre de l'univers, sous la voûte céleste, et le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles fixés à cette voûte céleste en mouvement. Avec les planètes, cette théorie posait des problèmes. De temps en temps, elle revenait en arrière, elle décrivait comme Mars des boucles bizarres, et ça, on avait du mal à l'expliquer. Au Moyen-Âge, on mettait encore la Terre au centre de l'univers. Mais Nicolas Copernic eut une vision géniale. Ce n'était pas une Terre immobile qui était au centre de l'univers, mais c'était le Soleil. Et la Terre devenait une planète tournant en orbite autour du Soleil avec les autres planètes. Cette découverte changea la perception de l'univers. La Terre y trouvait sa véritable place. Si aujourd'hui, nous voyageons ensemble sur le vaisseau Terre en découvrant les mécanismes du système solaire, ayez une pensée pour Copernic, c'est un peu grâce à lui. Pourquoi elle tourne la Terre ? Chaque masse qui prend un coup, une impulsion quelconque, un impact qui ne vise pas son centre, va se mettre à tourner. C'est ce qui ne cesse d'arriver à la matière depuis le Big Bang, l'explosion d'origine, il y a des milliards d'années. Donc, tout tourne. En tout petit, les électrons tournent autour du noyau de l'atome. En grand, les galaxies tournent. Les nébuleuses composées de gaz et de poussière tournent, se contractent, avec une grande masse au centre, le Soleil. Le reste, toujours en rotation, se condensa en planètes, et une de ces planètes, toujours en rotation, c'est la Terre. La rotation de la Terre, nous pouvons la voir. L'ombre d'une maison qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol de votre chambre, c'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner.
Cette rotation de la Terre peut être rapide ou lente selon où nous sommes. Chacun de ces 3 cercles fait un tour complet en 24 heures. Et dans ces 24 heures, c'est bien entendu le cercle le plus grand qui parcourt la plus grande distance. C'est donc là, à l'équateur, où ça tourne le plus vite, 1600 km/h. C'est là, à Kourou en Guyane, et dans le sud des États-Unis, à Cap Canaveral, qu'on lance les fusées dans l'espace. Pour échapper à l'attraction de la Terre, il faut des vitesses très grandes. Alors les 1600 km/h que la Terre ajoute à la vitesse des fusées, c'est déjà autant de gagné. À quelques kilomètres du pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Et ici, entre l'Écosse et le Canada, la Terre tourne environ à 900 km/h. C'est la vitesse des avions que vous prenez pour aller d'Europe en Amérique. Un extraterrestre qui nous regarde de loin pourrait voir votre avion qui décolle à Paris, puis l'avion reste presque immobile, alors qu'en dessous la Terre tourne, puis quand New York vient se glisser sous l'avion, on atterrit. Vous arrivez en heure locale presque en même temps que vous êtes parti. Pour le passager qui vole de Paris à New York aussi vite que la Terre tourne, le temps s'arrête. Et pour celui qui veut téléphoner à son copain à New York, à midi par exemple, il risque de le réveiller car à New York, il n'est que 6 heures du matin. Pourquoi ? La Terre tourne. Elle présente au Soleil chaque heure une autre de ses tranches, un autre méridien. Au méridien qui fait face au Soleil, c'est midi. Paris-New York, ça fait un quart de la Terre, le quart du tour complet que la Terre fait en 24 heures. Et le quart de 24 heures, c'est 6 heures. Paris-New York, 6 heures de différence. Le Soleil, à Paris, est au-dessus du méridien. Il est aussi visible à New York, il se lève justement à l'horizon. Et en même temps, à Tokyo, il se couche. Dans 6 heures, quand la Terre aura tourné d'un quart de tour et présentera au Soleil le méridien de New York, il sera midi à New York, et à Paris, il sera 6 heures du soir. On verra le Soleil se coucher à l'horizon. La rotation de la Terre amène chaque minute une autre ville, un autre pays à faire face au Soleil. Chaque ville, chaque pays a une heure locale différente. Depuis qu'il y a le télégraphe et le téléphone, il fallait réglementer tout ça. Et la Terre a été divisée en 24 fuseaux horaires. Paris-New York, 6 heures d'écart. Est-ce une distance dans l'espace ou dans le temps ? Les deux sans doute. Nous volons aussi vite que la Terre tourne, nos sondes spatiales rattrapent Jupiter et Saturne sur leur orbite. Nos dimensions humaines sont devenues des dimensions planétaires. Le système solaire est à notre portée. Nous sommes en route pour cette station qui marquera le début du printemps. Les planètes nous accompagnent autour du Soleil, mais à des vitesses différentes. Mercure et Vénus sont souvent cachés dans l'éclat du Soleil, tout comme Jupiter à l'autre bout du système solaire, très loin. Quand vu de la Terre, Jupiter est dans ce même axe, on ne peut pas le voir. Par contre, Saturne, à gauche en bas de l'écran, quand il se trouve à un angle bien dégagé du Soleil, on peut le voir toute la nuit. Tout comme Mars, la planète rouge, au bas de l'écran, ici en opposition, face au Soleil. Vu de la Terre, on peut se servir de la toile de fond du zodiaque pour se repérer. Le zodiaque, c'est ce ruban imaginaire dans lequel apparaissent les groupes d'étoiles, les constellations, visibles au loin, derrière les planètes. Quand le Soleil est en Capricorne, les planètes qui passent également en Capricorne restent invisibles. De jour, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont trop près du Soleil. Et quand le Soleil se couche et passe sous l'horizon, eh bien ces planètes disparaissent également sous l'horizon. La nuit, les planètes décalées du Soleil sont bien visibles. La Terre poursuit son chemin et le Soleil semble se déplacer dans le zodiaque. Il passera du Capricorne dans la constellation du Verseau. À droite, Mars, la planète rouge,
va plus lentement que la Terre. Tous les 2 ans, nous la rattrapons et nous la doublons. À gauche, Vénus, elle, va plus vite que nous. Mercure, la plus proche du Soleil, va 2 fois plus vite que Mars. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite. Les planètes extérieures, loin du Soleil, voyagent lentement sur leurs orbites. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Il y a 400 ans, un astronome danois, Tycho Brahe, a mesuré le passage des planètes. Il n'y avait pas encore de télescope. Tycho Brahe avait érigé un grand panneau, et nuit après nuit, il notait l'heure et la minute du passage des étoiles et des planètes derrière son panneau. Au Moyen-Âge, on mettait la Terre au centre de l'univers. Puis Nicolas Copernic eut une vision géniale. La Terre n'est pas au centre de l'univers, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Mais Tycho ne le croyait pas. Heureusement, il a montré ses carnets à Johannes Kepler. Cette rencontre a changé le monde. Kepler connaissait la vision de Copernic et grâce aux mesures de Tycho, Kepler a compris le mouvement des planètes. Elles tournent bien autour du Soleil, mais sur des orbites en forme d'ellipse. La Terre et les planètes volent plus vite quand elles sont près du Soleil, moins vite quand elles sont éloignées. On met le même temps pour parcourir le trajet long à gauche que le trajet court à droite. La tranche courte mais large est égale à la tranche mince mais longue. Cette vision de Kepler permet de trouver la bonne trajectoire pour aller sur la Lune et sur Jupiter. Mais notre calendrier aussi dépend des lois de Kepler et de la vitesse variable de la Terre. Et plus on est près du Soleil, plus on va vite. Cela modifie l'horaire de notre voyage autour du Soleil. En ce moment, nous sommes légèrement plus près du Soleil. La Terre s'accélère. Elle prend un peu d'avance. Et en été, plus loin du Soleil, la Terre ralentit, elle prend du retard. L'équinoxe de printemps est le 20 mars. L'équinoxe d'automne, le 23 septembre. La Terre arrive à l'équinoxe d'automne avec 7 jours de retard. Pour parcourir cette moitié été de son orbite, la Terre met 7 jours de plus que pour parcourir la même distance de cette moitié hiver. La loi de Kepler n'est donc pas un truc abstrait pour astronomes, mais concerne directement notre calendrier. En ce moment, nous sommes ici. On prend de l'avance. Tous les 2 ans, Mars ne suit plus le mouvement des autres planètes. Il commence à revenir en arrière. Normalement, Mars progresse devant la toile de fond des étoiles lointaines, devant le zodiaque. En 97, on pouvait voir Mars passer devant la constellation des Gémeaux, du Cancer, du Lion, et glisser vers la constellation de la Vierge. Mais là, au lieu de passer en Vierge, Mars revient vers la constellation du Lion. Du temps où les hommes plaçaient la Terre au milieu de l'univers, on avait déjà remarqué les boucles que faisait Mars et on échafaudait des théories compliquées sans pouvoir expliquer cette marche arrière. La vision de Nicolas Copernic expliqua tout de la manière la plus simple. La Terre tourne autour du Soleil, Mars également. La Terre va plus vite que Mars et la dépasse. Et pendant ce dépassement, Mars, devant la toile de fond des étoiles, semble rétrograder. Au bout de 2 mois, Mars reprend sa course habituelle qu'il n'a en réalité jamais inversée. Et après 2 ans et 2 tours autour du Soleil, nous retrouvons Mars pour la doubler. La Terre peu à peu rattrape Mars, la manœuvre de dépassement commence, par rapport aux étoiles du zodiaque, Mars recule, après le dépassement, Mars reprend son chemin. Et grâce à la vision de Copernic, Mars tourne autour du Soleil sans faire de boucle. Chaque mois, la Lune qui tourne autour de la Terre s'aligne avec le Soleil. C'est la nouvelle Lune. La nouvelle Lune nous apporte les grandes marées. L'eau des océans est attirée par la Lune et forme, du côté de la Lune, un bourrelet de grandes marées. Chaque jour, la Lune passe 50 minutes plus tard que la veille. Voilà pourquoi tous les jours, les marées se produisent 50 minutes plus tard.
Quand la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent et tirent l'eau dans la même direction. C'est la grande marée. Pourquoi y a-t-il 2 marées par jour? La Lune ne passe qu'une seule fois. Le centre de gravité de la Terre n'est pas au même endroit que le centre de gravité du couple Terre-Lune. La première marée côté Lune est provoquée par la force d'attraction de la Lune. En même temps, de l'autre côté de la Terre, il y a une deuxième marée créée par les forces centrifuges. De plus, l'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est proche, parfois elle s'éloigne. Plus elle est proche, plus la marée est forte. Et quand la Lune passe au plus près de la Terre, précisément le jour de la nouvelle Lune, ça produit les marées les plus fortes de l'année, parfois même plus fortes que les marées d'équinoxe. Nous sommes ici, nous atteindrons l'équinoxe de printemps dans 5 semaines. En fait, la Terre, pourquoi est-elle ronde? C'est une question de poids. La Terre fait le poids. Sa masse génère de telles forces d'attraction que toutes ses parties se pressent vers son centre. Ce n'est pas le cas pour les astéroïdes. Ce sont de toutes petites planètes, grandes comme la Corse ou l'île Dorée, ou comme un immeuble. Et justement, comme elles sont petites, il n'y a pas assez de force d'attraction pour attirer toute leur matière et former une sphère. Sur la Terre, qui a une masse énorme, la force d'attraction dirigée vers le centre de la Terre est une force irrésistible, rien ne peut y échapper. Et heureusement, car cette force d'attraction retient autour de la Terre l'atmosphère, l'air que nous respirons. Les petits astres, la Lune ou les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère. Et sur la Lune, les astronautes marchaient comme ça, en sautillant, parce que la faible force d'attraction de la petite Lune les rendait 6 fois plus légers. C'est la masse de la Terre qui nous donne notre poids à nous, qui nous cloue au sol et qui empêche nos amis australiens de tomber dans le vide. Cette force d'attraction, vous la sentez chaque fois que vous devez monter des escaliers, car chaque fois que vous essayez de vous éloigner du centre de la Terre, vous devez surmonter la force d'attraction de la Terre. Chaque objet qui vous échappe, la force d'attraction de la Terre l'emporte et l'objet tombe. On raconte même que c'est comme ça que la force d'attraction a été découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Mais alors, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre ne tombe-t-elle pas dans le Soleil? La force d'attraction n'est pas la seule force qui agit sur la Terre, et sur les planètes et sur les satellites. Les planètes qui se sont formées de cette purée de matière ont reçu une forte impulsion centrifuge qui fuit le centre. Entre ces forces centrifuges et la force d'attraction du Soleil, chaque planète trouve son orbite bien précise. C'est près du Soleil que sa force d'attraction est la plus grande. Mercure, tout près du Soleil, force d'attraction maximum. Et pour rester en orbite, vitesse maximum, 170 000 km/h, alors que la Terre ne fait que 107 000 km/h. La Terre est plus loin du Soleil, la force d'attraction du Soleil est diminuée, une vitesse diminuée nous suffit. Cette vitesse diminuée, c'est tout de même 30 km toutes les secondes. Imaginez un endroit à 30 km de chez vous et vous y allez en 1 seconde. En ce moment, nous gagnons tous les jours 3 minutes de soleil en plus. Et pourquoi? La Terre fait le tour du Soleil. Mais l'axe de la Terre reste toujours pointé dans la même direction. La Terre ne perd jamais le nord. En ce moment, le pôle sud est éclairé, alors que le pôle nord reste à l'ombre pendant tout l'hiver. Mais au cours de ce voyage circulaire, le pôle nord se penche peu à peu vers le Soleil. Et donc chez nous, le Soleil qui hier semblait faire ce parcours,
se lève aujourd'hui plus à gauche, il monte plus haut à midi, et le soir il se couche plus à droite. Prenez des repères chez vous, et vous verrez demain, ce sera encore plus à gauche, plus haut à midi et plus à droite le soir. Si vos fenêtres donnent à peu près vers le sud, le soleil, en hiver, bas dans le ciel, atteint la paroi en face de la fenêtre. Mais peu à peu, le soleil qui de jour en jour grimpe plus haut dans le ciel, éclairera le plancher au milieu de la pièce. Et en été, le soleil au plus haut dans le ciel n'éclairera plus que le plancher tout près de la fenêtre. En ce moment, en hiver, les rayons du soleil pénètrent jusqu'au fond de la pièce. Regardez ce rayon et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant que la Terre fait le tour du Soleil, son axe reste incliné toujours dans cette même direction. Cet axe est donc une bonne référence pour mesurer le temps, pour savoir l'heure qu'il est. On peut s'imaginer l'axe de la Terre qui sort du pôle Nord comme une perche. Et si on dessine un cadran sur la glace, l'ombre de l'axe de la Terre nous indique l'heure. Mais pas besoin d'aller au pôle Nord. On peut se fabriquer des modèles réduits de l'axe de la Terre. Ce sont les cadrans solaires. Au pôle Nord, la perche qui prolonge l'axe de la Terre serait toute droite, en angle droit, 90 degrés. À Stockholm, situé à 60 degrés de latitude nord, le bâtonnet, pour être parallèle à l'axe de la Terre, sera incliné à 60 degrés. À Paris, un peu plus au sud, 48 degrés. Au Cameroun, penché à 15 degrés. Et à l'équateur, il faudrait carrément coucher le bâtonnet par terre. C'est le sol qui est parallèle à l'axe nord-sud de la Terre, plus d'ombre, plus de cadran solaire. Il y a d'autres types de cadrans solaires, mais ils sont tous orientés dans l'axe nord-sud de la Terre. La rotation de la Terre, que vous ne ressentez pas, vous pouvez la voir, pas seulement au cadran solaire, mais partout autour de vous. Chaque maison, chaque arbre jette une ombre. Vous n'avez qu'à regarder. En suivant les ombres, vous finirez par vivre la rotation de la Terre. Dans le système solaire, nous connaissons bien nos voisins les planètes, leur position, leur vitesse, leur mouvement. Les surprises viennent des comètes. Bien entendu, il y en a que nous connaissons bien, comme la comète Halley, qui passe régulièrement tous les 76 ans. Mais parfois de nouvelles comètes apparaissent, comme la comète Hale-Bopp, qui est passée tout près de nous en 1997. Les comètes sont plus petites que les planètes. Elles circulent sur des orbites elliptiques. Certaines viennent des régions lointaines du système solaire, puis elles passent près du Soleil et s'en vont de nouveau. En s'approchant du Soleil, elles éjectent d'énormes quantités de gaz et de poussière. Ces matières forment la queue de la comète, qui s'étire dans le ciel comme des cheveux dans le vent. Comète veut dire chevelu en grec. Les comètes sont des petits astres chevelus. On a tendance à croire que la comète fonce à travers le ciel, la tête en avant et la queue à l'arrière. En fait, la queue est toujours dirigée du côté opposé du Soleil, car c'est le flux des particules émanant du Soleil, le vent solaire, qui pousse les cheveux de la comète vers l'extérieur. Bientôt, nous reparlerons de cette comète Hale-Bopp quand elle sera plus proche de nous. N'oubliez pas, c'est un voyage réel, en temps réel. En ce moment même, pendant que vous regardez ces images, vous foncez à travers l'espace à 107 000 km/h. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous atteindrons le point équinoxe, le début du printemps, en 4 semaines. Pendant notre voyage à travers le système solaire, nos voisines, les planètes, nous accompagnent. Cette semaine, regardons au-delà des planètes. Les étoiles, infiniment plus lointaines, les étoiles qui nous servent de repères. Une étoile nous indique toujours le nord, l'étoile polaire. Elle est facile à trouver, 5 fois à l'arrière de la Grande Ourse, que vous connaissez tous. L'étoile polaire se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre.
Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile puisque justement, elle est dans l'axe de la rotation. L'étoile polaire est donc un repère fiable et pratique. Christophe Colomb l'utilisa quand il naviguait vers les continents inconnus. Il avait décidé de traverser l'océan en suivant le 28e parallèle. Toutes les nuits, il mesurait à quel angle apparaissait l'étoile polaire. Tant que son cadran lui indiquait 28 degrés, il savait qu'il gardait le cap. Il n'avait pas dérivé ni vers le sud, ni vers le nord. Il suivait bien le 28e parallèle. Comme Christophe Colomb, vous pouvez, sans télescope ni mathématiques, imaginer le mouvement de notre vaisseau spatial Terre, tournant autour de son axe, toujours dirigé vers l'étoile polaire. Mais ce n'est pas tout à fait exact. En 26 000 ans, elle va décrire un cercle. Si l'on imagine que l'axe de la Terre sort du pôle Nord et se prolonge à l'infini, il rencontre l'étoile polaire. D'un millénaire à l'autre, ce sont d'autres étoiles qui deviennent notre étoile polaire. Il y a 12 000 ans, du temps de l'homme des cavernes, c'était Véga. Il y a 5 000 ans, l'étoile Tuban. C'était à l'époque où les Égyptiens avaient bâti la Grande Pyramide. Ils avaient fait une galerie qui pointait vers le nord, et ce que les Égyptiens apercevaient au bout de cette galerie, c'était l'étoile Tuban, juste à gauche de la Grande Ourse. Alors qu'aujourd'hui, les touristes voient l'étoile polaire. Tuban, l'étoile polaire, c'est l'angle sur lequel la Terre a pivoté en 5000 ans. Nous pouvons tous nous imaginer des mois, des années, peut-être même un siècle. Mais pour s'imaginer 5000 ans, il faut regarder l'angle entre Tuban et l'étoile polaire. En voyageant sur notre orbite, nous voyons d'une semaine à l'autre que les étoiles changent légèrement de position, comme par exemple la constellation Orion. Facile à trouver, au sud. Orion, sa tête, ses 2 bras, ses 2 pieds, sa ceinture. Le tout petit déplacement quotidien des étoiles est complètement noyé dans l'énorme mouvement de bascule provoqué par la rotation de la Terre, qui fait tourner notre champ de vision du jour à la nuit. Mais regardez Orion tous les soirs à la même heure, et vous verrez la rotation très lente de la voûte céleste. La voûte céleste, bien entendu, ça n'existe pas. C'est un dôme imaginaire sur lequel apparaissent les étoiles infiniment lointaines. Et bien entendu, cette voûte céleste ne tourne pas. C'est nous, sur la Terre, qui, en un an, faisons le tour du Soleil. 360 degrés en 365 jours, 1 degré par jour. Et nous voyons les étoiles glisser 1 degré vers la droite. Cette semaine, vers 9 h du soir, Orion est plein sud. Dans 2 semaines, Orion aura glissé vers la droite, et dans 1 mois, encore un peu plus à droite. Les étoiles se déplacent d'1 degré par jour. Elles passent chaque jour 4 minutes plus tôt. 1 degré dans l'espace, 4 minutes dans le temps, espace et temps se rencontrent. Depuis le début de cette croisière, nous faisons bien la différence entre les planètes toutes proches et les étoiles très très lointaines. Une étoile toutefois est au beau milieu de notre voisinage planétaire, le Soleil. Oui, le Soleil, c'est une étoile. Tous ces points lumineux que nous voyons au-delà des planètes, ce sont des étoiles, des soleils lointains. Les galaxies sont des milliards de soleils. Les planètes, vues de la Terre, ressemblent aux étoiles. Mais il suffit de regarder le Soleil pour être ébloui par la différence. Le Soleil rayonne, alors que les planètes ne font que refléter une partie de la lumière du Soleil. Le Soleil nous envoie de la lumière et de la chaleur, car c'est un gigantesque réacteur nucléaire. Le
Le système solaire, c'est le Soleil et des poussières, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne représentent qu'environ 1/1000 de la masse du système solaire. Le Soleil est trop grand pour qu'on puisse se le représenter. Pour se faire une idée, disons plutôt que tout le système Terre-Lune, avec toute l'orbite lunaire, tiendrait amplement à l'intérieur du Soleil. Pourtant, cet énorme Soleil est une étoile relativement petite. Et si nous comparons notre Soleil à d'autres étoiles, notre petite Terre disparaît complètement de l'écran. Dans la constellation d'Orion, l'étoile Bételgeuse est la plus grande étoile que nous connaissons. Elle est si grande qu'elle pourrait largement contenir notre Soleil plus l'orbite de la Terre. Tout ça tiendrait à l'intérieur de cette étoile. Nous connaissons la dimension de l'infiniment petit, les atomes avec leurs noyaux et les électrons qui tournent autour. Nous connaissons aussi la dimension de l'infiniment grand, l'univers et les étoiles. Mais il y a une nouvelle dimension, celle de notre système solaire. Nous sommes la première génération à pouvoir la saisir, l'explorer. Vous faire vivre dans cette nouvelle dimension, c'est le but de notre voyage. Nous nous approchons de la fin février. Dans la Rome antique, fin février, c'était la fin de l'année. Et depuis Jules César, tous les 4 ans, après le 28 février, on ajoute un jour, le 29 février. Pourquoi ? Parce que le temps que nous mettons pour parcourir notre orbite n'est pas 365 jours, mais 365 jours plus un quart de jour. La Terre arrive à la fin de la journée du 28 février, ici. Il lui manque le quart d'un jour pour boucler l'année. La Terre continue sa course, et comme elle a commencé ce nouveau périple avec un décalage d'un quart de jour, au bout d'un an, quand elle revient au 28 février, il lui manque 2 quarts de jour, une demi-journée. Un an après, 3 quarts de jour, et à la 4e année, 4 quarts, un jour entier manque. Tous les 4 ans, pour boucher le trou entre le rythme journalier de la Terre et son périple annuel, on insère ce fameux 29 février. Tous les 4 ans, on a donc une année de 366 jours, une année bissextile qui a 2 6, 366, pour éviter que notre calendrier se décale d'année en année. C'est ce que fait le calendrier julien instauré par Jules César. Si on ne rajoutait pas ce 29 février, tous les 4 ans, le mois de mars commencerait un jour plus tôt. Au bout d'un siècle, on aurait déjà un mois de décalage entre le calendrier et les vraies saisons. On fêterait Pâques en plein hiver et Noël à la Toussaint, et la pagaille augmenterait de siècle en siècle. Merci Jules César. Mais en fait, ce 29 février rajouté ne règle pas tout. Malheureusement, dans le calendrier julien, en rajoutant le 29 février, on rajoutait 38 minutes de trop. À la fin du XVIe siècle, on avait accumulé 10 jours de trop. Alors, le pape Grégoire XIII, féru d'astronomie, supprima ces 10 jours et on passa directement du 4 au 15 octobre. Pour éviter que le même décalage recommence, on décida de ne pas ajouter de jours bissextiles aux années de fin de siècle, en 1700, 1800 et 1900. Par contre, on conserva ce jour tous les 400 ans. On aura donc bien notre 29 février en l'an 2000. Grâce à ce réglage sophistiqué, notre calendrier grégorien sera juste pour les 3 millénaires à venir. Mais dans les pays de religion orthodoxe, comme la Grèce et la Russie, on garda le calendrier julien. Ceci explique que la Pâque grecque soit fêtée 13 jours plus tard.
la Noël russe également. Mais pourquoi 13 jours, alors que le pape Grégoire n'en a supprimé que 10 ? Depuis l'intervention du pape Grégoire jusqu'à aujourd'hui, le calendrier julien, non corrigé, s'est décalé de 3 jours supplémentaires. Au total, 13 jours de retard. Bien synchroniser notre calendrier avec la Terre n'est pas une formalité abstraite ou astronomique. C'est le lien entre l'univers et le rythme de nos saisons, tels que nous les vivons. Si ce calendrier est si bien réglé, alors pourquoi Pâques se balade dans le calendrier entre mars et avril ? La date de Pâques ne dépend pas que du soleil, mais aussi de la lune. Pâques a lieu le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Il existe aussi des calendriers lunaires, comme celui de l'islam. La fin du ramadan, la période de jeûne, est annoncée par le premier croissant, le lendemain de la nouvelle lune. Synchroniser les cycles de la lune et du soleil est très difficile. Depuis que les hommes essaient de mesurer le temps et de se faire des calendriers, ils se sont débattus avec ce problème. Le plus ancien calendrier que nous connaissons, c'est le temple préhistorique de Stonehenge, en Angleterre. Son axe est orienté vers le soleil levant, le jour du solstice, le 21 juin. Mais pour marquer la lune, il fallait un éventail d'axes compliqués, parce que les mêmes positions ne se répètent que tous les 18 ans. Néanmoins, nos ancêtres pouvaient prédire les éclipses, où soleil et lune se rencontrent. Ils avaient déjà la science de combiner le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Les autres planètes n'ont pas besoin de calendrier. Sur Terre, le besoin de mesurer le temps et de prévoir les saisons est apparu avec la mise en culture de la Terre. Mais la Terre n'est pas le seul endroit où il y a de la Terre. Nos voisins Mercure, Vénus et Mars sont faits de terre. On les appelle planètes solides, planètes telluriennes. On pourrait marcher sur le sol de Vénus, sauf qu'il y fait beaucoup trop chaud. Un jour, certainement, nous marcherons sur le sol rocailleux de Mars. Nous ne marcherons jamais sur Saturne, ni Jupiter. Ces grandes planètes ont peut-être des noyaux solides de roche ou de métal, mais elles sont essentiellement constituées de gaz. De toute façon, la masse de Jupiter est 300 fois celle de la Terre. Sa force de gravitation nous écraserait sur le champ. Même chose sur Saturne qui fait 100 fois la masse de la Terre. Dans un futur proche, notre seule chance d'atterrir sur d'autres planètes, c'est Mars. Mais d'abord, prenons bien soin de la Terre. C'est le seul endroit dans le système solaire où nous pouvons vivre. Quand la Lune se trouve ici et se présente éclairée en pleine face par le Soleil, c'est la pleine Lune. Puis, au fur et à mesure que la Lune contourne la Terre, nous voyons, depuis la Terre, une portion de plus en plus mince de sa moitié éclairée. La Lune n'était plus qu'une demi-lune. Le jour de la demi-lune, la Lune croise l'orbite de la Terre et nous permet de voir notre propre parcours. Normalement, nous ne pouvons pas vraiment voir vers où se dirige la Terre. La demi-lune est comme un phare dans le ciel qui nous montre où nous allons. Et nous allons justement vers l'endroit où se trouve la demi-lune en ce moment. La Lune est à 400 000 km. La Terre avance à 100 000 km/h. En 4 heures, nous serons là où la demi-lune se trouve en ce moment. Regardez vos montres, regardez la demi-lune. Dans 4 heures, vous serez là-haut. En regardant la demi-lune, vous pouvez 2 fois par mois imaginer la réalité de ce rail invisible qui nous conduit autour du Soleil.
La Lune, on se l'imagine la nuit. Pourtant, on la voit souvent le jour. Pourquoi ? Le Soleil éclaire la Lune. Le matin, avant le lever du Soleil, voilà ce qui se passe. Il fait encore nuit, la Lune apparaît au-dessus de l'horizon, le Soleil est encore sous l'horizon, mais nous pouvons deviner où il est, car le croissant de Lune pointe toujours dans la direction du Soleil. Normal, puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. Nous voyons la Lune et les étoiles monter dans le ciel, puis le Soleil se lève. L'air, l'atmosphère qui enveloppe la Terre est de plus en plus illuminée par le Soleil et devient comme un filtre qui nous empêche de voir les étoiles. La Lune, beaucoup plus lumineuse que les étoiles, reste visible. Quand la Lune se glisse lentement entre la Terre et le Soleil, elle s'approche de l'axe dans lequel elle va se trouver alignée avec le Soleil. Comme il n'y a plus qu'un petit décalage entre la Lune et le Soleil, nous voyons la Lune éclairée presque à contre-jour, et nous n'apercevons qu'une petite partie de sa moitié éclairée, un croissant très mince. Il sera tout seul dans le ciel bleu. Pourtant les étoiles sont là. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent, les étoiles, pendant la journée ? Elles sont cachées par les couches gazeuses de l'atmosphère, qui enveloppent la Terre et qui, par le rayonnement du Soleil, prend cette couleur bleu ciel. L'atmosphère, c'est l'air que vous respirez, et c'est également ce filtre bleu qui, de jour, nous empêche de voir les étoiles. Notre champ de vision tourne avec la rotation de la Terre. Et pendant qu'il balaie la portion du ciel qui n'est pas éclairée par le Soleil, c'est la nuit, on peut voir les étoiles. Sauf en ville, où les lumières illuminent et polluent l'atmosphère. Seules les étoiles et les planètes les plus brillantes restent visibles. Puis notre champ de vision revient dans le secteur où l'atmosphère est éclairée, de nouveau le ciel est bleu. Et dans le ciel bleu, on voit la Lune plus souvent que vous ne le pensez. Quand elle est trop proche du Soleil, elle disparaît dans son rayonnement. Imaginons-la. Sans que nous la voyions, la Lune traverse le ciel dans la journée, juste à droite du Soleil, invisible. Bien entendu, Soleil et Lune ne sont pas vraiment l'un à côté de l'autre. Le Soleil est 400 fois plus éloigné. Il n'y a pas que la Lune qui traverse le ciel, cachée dans l'éclat du Soleil. Presque toute la famille des planètes se trouve actuellement dans le même secteur. Saturne, en haut à gauche, est presque aligné avec le Soleil. On ne peut pas le voir. Mercure est si proche du Soleil que de toute façon, on ne le voit que rarement. Vénus est presque alignée avec le Soleil. Jupiter, la plus grande planète, est un peu plus à droite, avec les planètes lointaines Uranus et Neptune, en haut de l'image. Parfois, Mars aussi se joint à toute cette famille invisible qui accompagne le Soleil sur sa trajectoire. Cette semaine, si vous jetez un coup d'œil vers le Soleil, pensez-y. Toutes ces planètes, plus la Lune, traversent le ciel, incognito, cachées par le Soleil. Quand la Lune rejoint l'axe Terre-Soleil, c'est la nouvelle Lune. La Lune projette un énorme cône d'ombre dans l'espace, qui chaque mois passe à ras de notre Terre, juste au-dessus et en dessous. L'ombre de la Lune ne touche pas la Terre, car la Lune tourne sur une orbite légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'ombre de la Lune passe donc normalement toujours au-dessus ou en dessous de la Terre. Mais 2 fois par an, l'orbite lunaire arrive à une position qui permet un alignement parfait Terre, Lune, Soleil. L'ombre de la Lune frappe la Terre et cache le Soleil. C'est l'éclipse solaire. En pleine journée, on peut voir les étoiles et les planètes. Comme le Soleil est bien plus grand que la Lune, l'ombre que la Lune projette sur la Terre n'est qu'une étroite zone d'environ 200 km. Pendant l'éclipse, l'ombre de la Lune parcourt des milliers de kilomètres sur la surface de la Terre.
Au nord et au sud de cette zone étroite d'éclipse totale, il y a une large zone de pénombre, une zone d'éclipse partielle, où la Lune occulte le Soleil partiellement. Pour voir une éclipse totale, il faut être au bon endroit, au bon moment. Heureusement, vous avez pu la voir ici. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station équinoxe, début du printemps, la semaine prochaine. Quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil, l'ombre de la Lune se projette sur la Terre. C'est l'éclipse solaire. Si la Lune couvre si bien le Soleil, c'est que le Soleil et la Lune nous apparaissent de la même taille. En réalité, le Soleil est énormément plus grand que la Lune et se trouve énormément plus loin. Mais par un hasard extraordinaire, le Soleil qui est 400 fois plus grand que la Lune se trouve aussi 400 fois plus loin. Donc il nous apparaît de la même taille. L'éclipse totale est unique dans le système solaire. La Lune qui occulte le Soleil avec une telle précision, on ne peut voir ça que depuis la Terre. Mais ça ne fonctionne pas toujours, car l'orbite de la Terre n'est pas un cercle mais une ellipse. Tout comme l'orbite de la Lune. Il peut donc arriver que le jour de l'éclipse, nous soyons plutôt près du Soleil et qu'en même temps la Lune se trouve plutôt éloignée de nous. Du coup, la Lune n'arrive plus à couvrir complètement le Soleil et au lieu d'une éclipse totale, nous avons une éclipse en forme d'anneau. Si les Martiens existaient et s'intéressaient aux éclipses, ils seraient frustrés. Ils ont 2 lunes, mais elles sont trop petites pour occulter le Soleil. Pas d'éclipse pour les Martiens. En principe, il devrait y avoir une éclipse solaire tous les mois, car la nouvelle Lune traverse l'axe Terre-Soleil chaque mois. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, et l'ombre de la Lune va passer soit au-dessus, soit en dessous de la Terre. Pour que l'ombre de la Lune tombe pile sur la Terre, il faut que la Lune se place exactement dans l'axe Terre-Soleil. La Lune doit passer au point qu'on appelle le nœud, ni trop tôt, ni trop tard. Quand cela arrive, il y a éclipse totale. Six mois plus tard, après 6 nouvelles lunes, une fois de plus, la Lune pourra se placer dans l'axe Terre-Soleil. Il y aura éclipse, mais si la Lune arrive au nœud en retard, ce sera seulement une éclipse partielle. L'ombre de la Lune ne fera que frôler la Terre. Éclipse partielle. Une belle éclipse totale traverse l'Europe le 11 août 1999, un mercredi à l'heure du déjeuner. Et voici la trajectoire d'une éclipse totale aux Antilles le 26 février 1998. C'est très rare de pouvoir observer une éclipse totale du Soleil. Il n'y en a qu'une ou deux chaque année, et comme la zone d'ombre totale est une étroite bande d'environ 200 km de large, il faut beaucoup de chance pour être au bon endroit, au bon moment. Deux semaines avant ou après cet alignement, il y a une éclipse lunaire, car la Terre projette une énorme colonne d'ombre dans l'espace, une ombre bien plus large que la Lune. Donc 2 semaines avant ou après l'éclipse solaire, la Lune va plonger dans l'ombre de la Terre. Tous ceux qui sont sur la moitié nuit de la Terre pourront voir l'éclipse de la Lune. Vous verrez l'ombre de la Terre, notre ombre,
se dessiner sur la pleine lune et l'obscurcir. La lune apparaît chaque soir à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Vous pouvez donc, d'un jour à l'autre, imaginer le mouvement très lent de la lune sur son chemin autour de la Terre. À de très rares occasions, on peut voir le mouvement de la lune en direct, quand la lune apparaît près d'une étoile, par exemple près d'Aldébaran. Aldébaran est une étoile lointaine, mais elle peut nous servir de repère pour voir le mouvement de la lune. Le croissant de lune semble s'approcher de plus en plus de cette étoile. Et tout d'un coup, avant que le croissant les rejointe, Aldébaran disparaît, comme effacé du ciel. C'est que l'étoile a été cachée par la partie non éclairée de la lune. Au bout d'1 heure et 20 minutes, Aldébaran réapparaît. Si l'on regarde avec des jumelles, c'est comme si un petit ballon lumineux s'envolait lentement de la lune. Normalement, le mouvement de la lune qui tourne autour de la Terre est trop lent pour être vu. Mais ce soir-là, grâce à Aldébaran, on pouvait enfin voir la lune bouger. L'orbite de la Lune est légèrement inclinée, alors que les planètes circulent autour du Soleil à peu près dans le même plan que la Terre. Sauf Pluton. Son orbite est inclinée de 17 degrés. L'orbite de Hale-Bopp, la nouvelle comète de 1997, est passée carrément à angle droit au-dessus du plan des planètes. On la voyait donc, à son passage près de la Terre, un peu au-dessus de l'endroit où le Soleil s'est couché. Sur son orbite surélevée, cette comète est passée fin mars 97 au plus près de la Terre. Une semaine plus tard, au plus près du Soleil, puis elle a plongé vers le plan des planètes. Mais pendant ce temps, la Terre a avancé sur son orbite et le Soleil s'est glissé entre nous et la comète. On ne la voyait plus.